Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. De la prise de conscience au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il est le résultat d'un alignement entre réflexion personnelle sur les enjeux actuels, comprendre ce qui nous anime au plus profond de soi et l'expression de sa singularité dans ses activités. Ce travail offre une diversité d'opportunités de se différencier et de sortir des schémas traditionnels. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin d'un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez la page Expérientielle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. De passage à Annecy, j'en ai profité pour rencontrer Armelle. Nous avions déjà réalisé 2 épisodes en visio et là finalement on se retrouve physiquement autour d'une tasse de thé avec une vue superbe sur les Alpes. J'avais envie d'échanger avec elle sur le besoin d'être en mouvement pour avancer et l'envie d'amener des solutions. Comment définir l'intention ou comment passer à l'acte. C'est sûr que le changement, quand on y pense, ça fait peur. Mais imaginez, Jimi Hendrix, il n'est pas devenu un virtuose en un jour. Alors n'ayons pas peur et ne craignons pas de commencer en faisant des petits pas en avant et d'avancer progressivement vers la transformation, l'évolution, pour pouvoir répondre à des enjeux actuels qui sont importants, mais aussi pour transformer notre tourisme vers un tourisme positif. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Armelle, merci d'avoir accepté pour la 3e fois une invitation au podcast Expérientiel. Et puis cette fois-ci, elle est quand même exceptionnelle. On est l'un en face de l'autre. On est à Annecy. Merci beaucoup d'abord d'être venu jusqu'à moi à Annecy et puis pour cette 3e invitation. Mais tu vois, c'est comme un bon restaurant, quand on s'y plaît, on revient. Voilà. En réalité, il y a plein d'étoiles. Exactement. Il y a plein d'étoiles. Alors, toi, tu es en train de boire un thé. Moi, je suis en train de boire mon verre d'eau traditionnel. Dis-moi, déjà, comment ça va ? Ça va bien et ça va pas bien en même temps. Ah ouais ? Ça va bien parce que j'ai objectivement et tout pour être heureuse. Et en même temps, ça va pas très bien parce que je constate que notre secteur va pas très bien. Et en ce qui me concerne, j'ai très peu de travail. Ouais. C'est la première fois en 14 ans que ça m'arrive. Et alors que finalement notre société et notre secteur a énormément besoin d'accompagnement, de conseils, d'être guidé, eh bien, il n'y a aucune demande. Et strictement aucune demande. Moi, je ressens un peu ça aussi, de mon côté. Et à ton avis, c'est quoi la raison derrière ? Est-ce que... Parce qu'on parle du tourisme durable à toutes les sauces aujourd'hui, dans le tourisme. Mais est-ce que c'est un réel engagement ou est-ce qu'il y a derrière, je veux dire, il y a la prise de conscience, mais le véritable problème, c'est pas les outils parce qu'ils existent, mais c'est de passer à l'acte. Oui, je crois que tu pointes exactement le problème, c'est-à-dire que s'engager, ou en tout cas dire qu'on va s'engager, c'est
extrêmement facile, mais mettre en œuvre, c'est très compliqué. Et je pense que, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, beaucoup d'acteurs sont pétrifiés, ils ont peur. Et quand on a peur, eh bien, de deux choses l'une, soit on se recroqueville sur soi-même, on s'immobilise, soit pour les plus courageux, les plus bold, comme on dit chez moi à Los Angeles, eh bien, on se met en mouvement. Et en fait, la part de gens qui se met en mouvement, elle est extrêmement faible par rapport à celle qui se recroqueville, qui se paralyse et qui est comme un lapin dans les phares d'une voiture, qui reste à regarder le problème lui arriver en pleine figure. Et je pense que la réalité, elle est là. Beaucoup de gens vont dire... quand j'interroge un peu mes clients, mais c'est compliqué, mais si c'était compliqué, il n'y aurait pas de travail, la vérité elle est là, ou on n'a pas d'argent. Bon, je crois que c'est surtout une question d'arbitrage, parce que quand on veut vraiment, on trouve les moyens, quand on a des convictions très fortes, on trouve toujours les moyens de se mettre en mouvement. Alors, changer, en général, ça chahute, parce que ça remet en question certaines de nos croyances, c'est pas évident, c'est pas facile. Et puis, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a personne qui est parfait. Donc, je veux dire, à commencer par nous, il y a des choses qu'on fait qui sont cohérentes avec ce qu'on défend. Puis, il y a des choses, des fois, qu'on fait qui ne sont pas cohérentes. Et il faut l'accepter, ça. Je veux dire, on ne va pas rechercher la perfection, on va rechercher le changement, la transformation, etc. Toi, je sais que tu es très engagé. Hein, tu viens encore de faire, je ne sais pas si c'est une certification, mais tu viens de t'engager auprès de l'ONU, hein, par rapport à 10 principes qui sont très forts. Tu veux nous en parler ? Oui. Alors, chez Switch, ça a commencé à la création de l'entreprise, où nous avons adhéré au 1% pour la planète. Donc, depuis... Donc on a commencé en 2008, donc depuis 2009, premier exercice de l'entreprise, on a reversé 1% de notre chiffre d'affaires au moins par an à des œuvres caritatives. Je dis au moins parce qu'en fait, il y a des années, on est monté jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, ce qui est colossal pour une TPE. Et puis, au fur et à mesure, il y a un certain nombre d'engagements et de mise en œuvre. Plutôt que des engagements, d'ailleurs, on a d'abord commencé par de la mise en œuvre et puis ensuite on a dit qu'on allait s'engager à continuer à le faire, soit sous la forme de bénévolat, de compétences. Donc c'est amener de la compétence dans des associations, amener de la compétence et du temps et de l'énergie dans l'économie locale, en soutenant des actions qui sont faites par des associations. Pour moi, Annecy, c'est l'Outdoor Sports Valley. Ça a été le cluster montagne pendant 6 ans, l'AFMON qui est l'association des aménageurs de la montagne, mais c'est Mountain Riders, pour qui par exemple on a fait un site web l'année dernière. Voilà, c'est des actions très concrètes. Et puis en 2019, j'ai commencé à travailler sur un projet de certification B Corp, qui est le label le plus exigeant en matière de responsabilité sociétale des entreprises, sur lequel je me suis fait retoquer, ce que j'ai hyper mal pris à l'époque, parce que j'avais passé une centaine d'heures à travailler sur le dossier. Et j'ai un ami qui m'a rassurée en disant « Mais Armelle, il y a moins de 1% des entreprises qui sont certifiées, qui obtiennent leur certification. » Donc je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» J'ai mis le dossier de côté et puis... j'ai vu passer une publication sur LinkedIn, c'était Caroline Chicard du groupe Média Mont-Blanc qui disait que son groupe de médias venait de s'engager auprès de l'ONU sur le Global Compact, donc qui est ce qu'on appelle les 10 engagements de l'ODD, qui permettent de travailler sur l'eau, sur l'agriculture, sur les énergies, sur la manière de traiter ses collaborateurs, sur...
Donc, ce qui permet de travailler sur tout un tas de sujets fondamentaux, donc 10 sujets sociétaux, avec un processus d'amélioration continue où on prend finalement les entreprises comme elles sont, ou les associations d'ailleurs, comme elles sont, à l'état où elles sont, et le but c'est d'améliorer leurs pratiques sur tous ces pans, sur ces 10 pans. Alors c'est pas forcément tous d'un coup, ça peut être, tu peux dire, une année je vais travailler sur 3 sujets, 3 pans, et puis l'année d'après je continue sur les 3 sujets, puis je rajoute un sujet, et puis tu t'améliores comme ça d'année en année. Après il y a des sujets pour lesquels ton entreprise est pas forcément pertinente. Typiquement au sein de Switch, pour l'agriculture, il y a peu de choses qu'on peut faire, mais il y a d'autres sujets pour lesquels on est beaucoup plus impactant, sur l'économie locale notamment, ou sur du développement territorial par exemple. Et puis entre 2 confinements, l'année dernière, j'ai croisé à nouveau Julien Durand, qui est le patron de Picture Organic Clothing, qui est une marque emblématique dans le milieu de l'outdoor et qui a fait de sa mission d'entreprise le fait de faire en sorte que les produits qu'il crée, qu'il mette au monde quelque part, soient les moins impactants possibles pour notre environnement. Et au-delà de les créer de manière plus respectueuse, c'est aussi les commercialiser de manière plus respectueuse, c'est-à-dire leur transport. Il y a tout un enjeu extrêmement important autour de ça, notamment sur les émissions carbone. Comment améliorer le transport, comment améliorer leur conservation, parce qu'il y a tout un enjeu autour de ce qu'on appelle les polybags. Alors vous connaissez tous les polybags sans savoir comment ça s'appelle. En fait, c'est ces poches plastiques transparentes dans lesquelles on trouve les vêtements, notamment ceux qui sont livrés par correspondance. Et des fois, il y a même une feuille de papier à l'intérieur pour que le vêtement se tienne bien. Eh bien, ces polybags, c'est une véritable catastrophe écologique. Et eux, ils essayent de travailler pour retirer complètement ces polybags de la production et du transport de leurs produits. Donc, c'est très intéressant. Et donc, Julien, dont l'entreprise est certifiée B Corp, je lui dis, mais comment, toi, ta grosse boîte, t'as réussi, et moi, ma petite TPE, j'ai pas réussi, c'est pas normal, quoi. Et du coup... il m'a un petit peu mis un coup de pied aux fesses, il faut dire la vérité, pour me remotiver. Il m'a mis en contact avec son responsable RSE, qui est une personne admirable, Florian, mais qui est débordé, qui m'a mis en contact avec une autre personne, Capucine, Laurent. Je tiens à la nommer parce que c'est une femme exceptionnelle qui m'a permis de retravailler sur ma certification. J'ai compris que effectivement j'étais extrêmement loin du compte, donc j'ai remis un peu plus d'une centaine d'heures de travail pour passer au crible absolument tous les processus de décision au sein de l'entreprise, que ce soit le processus d'achat et donc de choix des fournisseurs, mais j'ai aussi questionné toutes mes parties prenantes sur est-ce que finalement ça les intéresse vraiment qu'une entreprise comme Switch, qui fait du conseil en stratégie marketing pour les territoires touristiques et pour les marques outdoor, est-ce que ça les intéresse vraiment? Est-ce que ça a un impact réel pour eux qu'on soit certifié B Corp? Est-ce que le fait qu'on fasse des actions pour l'environnement ou pour notre économie locale ou pour d'un point de vue social au sein de notre entreprise, est-ce que ça les intéresse vraiment? Et j'ai été assez stupéfaite des réponses. Donc, pour en donner quelques-unes, grosso modo, une grosse partie trouve ça bien, mais c'est pas du tout un critère de choix, d'achat. C'est absolument pas déclencheur pour eux. Est-ce que c'est parce qu'ils comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, B Corp? Non, c'est pas le fait que ce soit B Corp, c'est d'une manière générale le fait que mon entreprise fasse des efforts sur les 3 piliers de la RSE. Ils trouvent ça bien, mais finalement, c'est pas ce qui va faire la différence aujourd'hui. C'est peut-être ce qui fera la différence dans 5 ans ou dans 10 ans, mais aujourd'hui, c'est pas leur sujet. Alors, c'est quoi qui fait la différence? La relation que tu as avec eux? Le prix? C'est pas forcément le prix non plus. Ils ont beaucoup de mal à dire, en réalité. Ils ont beaucoup de mal à dire. Et je pense que c'est des questions d'arbitrage en interne, de politique, de personnalité, éventuellement de prix, mais finalement, on est à peu près tous au même prix à la journée chez les consultants, donc c'est pas vraiment là-dessus que ça va se diriger. C'est très difficile pour eux d'expliquer.
Mais ce qui est certain, c'est que ils apprécient la volonté qui peut être mise en œuvre, des actions qui peuvent être faites. Voilà, l'engagement, donc tout ça. L'engagement, exactement. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous disent, on commence à être fatigué des entreprises qui disent s'engager, mais qui mettent pas concrètement en œuvre. Donc là, ça y est, ça commence à évoluer. On commence à avoir des acteurs qui de plus en plus ont ce que j'appelle une sorte de radar à bullshit et de radar à greenwashing. Donc là, ça commence J'aime bien bullshit, moi. ça commence à passer. Donc bref, pour reboucler sur ce que je disais, j'ai fait tout ce travail avec la création d'une politique d'achat, une grille avec plus de 100 critères d'études, à étudier pour choisir mes fournisseurs, éventuellement choisir les produits, une politique, une charte déontologique et éthique, un rapport RSE tous les ans, des indicateurs qui sont mesurés, notamment l'année dernière, on a économisé une tonne, juste en supprimant des emails, on a économisé plus d'1 tonne d'émissions de carbone. Alors, tu peux nous expliquer, parce que l'email, on l'utilise tous, alors et on ne se rend pas compte de l'impact des emails. Donc... Voilà, alors, pour la petite histoire, donc moi je suis juriste de formation. Au départ, j'aurais dû être avocate spécialisée en fusion-acquisition d'entreprises. Et donc, comme tout bon juriste, je garde tout. Mais vraiment absolument tout. Donc si par exemple je fais une commande sur Internet et que j'ai un mail pour me dire que ma commande a été bien reçue, puis que mon paiement a été... un autre mail pour me dire que mon paiement a été bien reçu, puis un autre mail pour me dire que ma commande est en préparation, puis un mail pour me dire que ma commande est prête, puis un mail pour me dire que ma commande a été expédiée, puis un mail pour me dire que ma commande va arriver, puis un mail pour me dire que ma commande est arrivée. Tu gardes tout. Au cas où je serais aveugle et que j'aurais pas constaté que ma commande était arrivée, j'ai un mail qui me l'a dit. Donc tu as calculé le nombre de mails, c'est juste hallucinant. Eh bien effectivement, jusqu'à présent, je gardais tout. Moi aussi. Au cas où. Et donc, au cas où, exactement. Et donc, j'ai commencé à faire le tri de mes emails il y a 2 ans. En fait, pour la très simple raison que ma boîte mail était tellement surchargée que j'arrivais plus à retrouver les mails dont j'avais réellement besoin. Et j'ai commencé à faire ce travail de façon un peu light, en les retirant à coût de 500 par 500. Alors, ça peut sembler énorme dit comme ça, mais moi, j'ai 2 téras de boîte mail, donc c'est colossal, absolument colossal. Et du coup, j'ai commencé par 500, puis 1000, puis des coups de 5000, puis le dernier nettoyage que j'ai fait, c'était 14 000 d'un coup. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à virer des années complètes. Donc, par exemple, j'ai plus rien pour 2008, plus rien pour 2009, etc. Et au fur et à mesure, Donc je purge tout ça et quand tu fais le cumul du poids de conservation de ces mails, eh bien je me suis rendu compte que juste pour l'année dernière, la suppression des mails que j'ai fait sur l'année dernière, ça représente 1,1 tonne de carbone. Alors si on met ça en perspective, 1,1 de tonnes de carbone, soi-disant selon le GIEC, pour qu'on soit dans un monde vivable, il faudrait que chaque Français consomme un peu plus de 2 tonnes par an, pas plus. Oui, tu vois, T'imagines ? On a des modes de vie qui sont juste surréalistes, en tout cas en France, parce qu'il y a des pays à côté de ça. Si tu vas à Madagascar, un Malgache, il fait pas ses 2 tonnes. Ah non. Donc, moi, je vois bien que je suis dans un excès qui est énorme. Et donc, j'ai commencé par là parce que c'était la première action, finalement, la plus facile, qui était sans heurts pour moi. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai rajouté d'autres, plus impactantes encore, notamment sur la question des transports, qui est pour moi en tant que consultante quelque chose qui est assez important. Alors la vérité, c'est que les confinements successifs ont énormément aidé à ne pas utiliser mon véhicule. Ensuite, j'ai aussi de plus en plus de clients qui acceptent de travailler en visioconférence, même si, en fait, la visioconférence, c'est hyper émetteur. Oui, parce que dès que tu mets la vidéo, ça consomme énormément. Exactement. Et donc, du coup, j'essaye maintenant de rebasculer vers le téléphone. Mais donc toujours de rester à distance. Donc il y a une forme d'éducation
d'application et puis de retour à des fondamentaux que sont le téléphone. Tu sais ce qui m'est arrivé la semaine dernière? J'ai plus d'internet à la maison. J'avais 3 visios de planifier dans la matinée. Tout s'est fait au téléphone. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de le faire au téléphone. Tu mets tes écouteurs, etc. Eh bien déjà, t'es pas systématiquement dans une position traditionnelle assise bureau. Tu peux prendre une position beaucoup plus relaxe, etc. Qui a un impact sur ton mental. C'est-à-dire que même toi, dans ta discussion, tu es beaucoup plus relax, tu vois. Et donc, la conversation est beaucoup plus fluide. Tu prends plus de temps, tu n'es pas conditionné par ton apparence vis-à-vis de l'autre, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement créatif. C'est-à-dire que d'un seul coup, on fusait, etc. Et c'était intéressant. On renouait un contact qu'on avait oublié. Oui, alors en plus de ça, selon les personnes auxquelles tu t'adresses, la voix peut être totalement envoûtante, ça peut être calmant, au contraire ça peut t'exciter, ça peut t'énerver, ça peut te mettre en colère, ça dépend. Il y a plein d'émotions qui passent au travers de la voix. Et effectivement, quand tu n'as plus à t'occuper ton apparence... ou du message visuel que tu veux projeter auprès de ton audience, tu es vraiment concentré sur les idées et tu n'es plus concentré sur l'image. Et c'est sûr que c'est extrêmement puissant. J'ai une question par rapport à cette démarche-là que tu dis sur Bicor. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que la première chose que tu as fait, tu as travaillé sur le gaspillage que tu peux produire. Les emails, je veux dire, c'est du gaspille, entre guillemets, d'accord? Et je me dis que les gens, quand on parle de développement durable ou quoi que ce soit, ils pensent tout de suite à une énorme transformation. Je me souviens que j'étais hôtelier et je disais aux gens, focalisons d'abord sur tout ce qui est gaspillage. Gaspillage énergétique, tu parles numérique aussi, tu vois, la voiture, la mobilité, etc. Et si on focalise là-dessus, déjà, on peut faire énormément d'économies et réduire notre impact sur la planète. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement lutter contre le gaspillage. Il y a lutter aussi contre les fausses idées. Parce que pendant de nombreuses années, on nous a dit de ne pas imprimer nos mails. Donc, du coup, on les a tous conservés. En tout cas, on en conserve beaucoup. Sauf que les émissions et le poids et la pollution liée à la conservation d'un mail est autrement plus importante que l'impression, une fois, d'un email. Et donc, du coup, c'est une question d'arbitrage qui n'est pas simple du tout, et d'information, effectivement, qui n'est pas simple du tout. Donc, moi, j'ai un gros sujet autour de ça. C'est est-ce que j'imprime certains documents ou pas en fonction du poids de ce document, est-ce qu'il y a beaucoup d'images ou pas, éventuellement est-ce qu'il y a de la vidéo d'inclus dans le document ou du GIF, en fonction de ses formats, parce que tu n'imprimes pas de la vidéo, évidemment. Et aussi en fonction de la durée de l'usage que je vais avoir du document, parce que des fois je vais consulter une fois un document puis j'en aurai plus besoin, et puis des fois je vais avoir besoin d'y revenir parce que ma pratique fait que c'est une nécessité. Donc forcément ça oblige à plus de réflexion que le simple fait de dire je mets ça dans ma boîte mail, je le conserve, et puis si un jour j'en ai besoin, j'irai le rechercher, quoi. Et c'est intéressant parce qu'on parle souvent des piliers. Tu as vu, il y a le soleil qui arrive. On parle des piliers de la RSE, des 3 piliers, mais on oublie d'intégrer sur chaque pilier, justement, et tu l'as bien mentionné, le questionnement d'usage. C'est-à-dire, quel usage je fais de ces ressources? Est-ce que c'est efficient ou pas? Est-ce que c'est juste du stockage, etc. Toutes ces démarches, ça a provoqué quoi comme changement chez toi? Ça n'a pas provoqué de changement, ça a provoqué une confirmation de mes convictions. Et ça m'a montré que c'était possible. Parce que au départ, tu te sens tout petit face aux enjeux, face à l'urgence, face à des mastodontes autour de nous dont on a l'impression qu'ils font aucun effort, et que nous, petites entreprises ou à titre individuel, finalement, ce qu'on fait, ça va pas avoir un impact phénoménal. Et quelque part, je me dis que
je vais arrêter de regarder, enfin j'arrête de regarder ce que les autres font et je me concentre plutôt sur ce que je fais moi. Comment mon entreprise fait sa part à la façon d'un colibri finalement. Et puis, moi, je considère qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Donc, voilà, avant d'aller critiquer les gros mastodontes, je balaye devant ma porte, je fais ma part, et puis ensuite, éventuellement, j'irai critiquer les autres. Mais, donc, tu es alignée un peu avec tes valeurs ? Oui, je suis alignée avec mes valeurs. Et puis surtout, ce qui est très important pour moi, c'est d'être en mouvement, tout le temps. Et de pas juste rester coincée avec mes peurs, avec des convictions que j'arrive pas à mettre en œuvre. Et du coup, commencer par... alors d'abord continuer ce que je faisais déjà, c'est-à-dire mon engagement bénévole dans des associations d'économie territoriale. J'ai toujours produit beaucoup de matières grises. J'ai toujours mis à disposition du grand public des études qui étaient autofinancées. J'en ai mis une l'année dernière en ligne, l'année d'avant aussi. C'est des études qui coûtent 30 000 € en fait à créer. Et j'en ai fait cadeau. Donc c'est quand même des engagements qui sont aussi très forts. Oui, tout à fait. L'année dernière, on en avait parlé. L'année dernière, on en avait parlé, exactement. Donc, financièrement, ça a un coût. C'est un coût que je paye aussi, il faut le savoir. Le temps bénévole, les impôts, ça passe... voilà, donc on paye de l'impôt sur une production bénévole qu'on a faite. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rajouté, effectivement, la destruction de certains... d'un volume très, très important d'emails. Une réflexion sur mes modes de transport, une réflexion, et pas qu'une réflexion, d'ailleurs une mise en œuvre autour de la limitation de mes modes de transport, une sélection différente de mes fournisseurs, et aussi une forme de prise de hauteur par rapport à des discours de mes clients qui souvent me disent que c'est pas possible, qui me disent qui vont m'exposer en fait tous les freins qui les empêche de mettre en œuvre telle ou telle action. Et cette prise de hauteur, elle me permet en fait de déconstruire les discours et de mieux trouver les solutions. Parce que la solution, c'est quand même l'élément clé. Je veux dire, on connaît plus ou moins tous les problématiques, même si on ne les connaît pas forcément en profondeur. Mais de focaliser sur les problèmes, c'est une chose. On a besoin de comprendre les problèmes, mais on a aussi besoin de se focaliser sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut agir ? Oui, alors je crois que c'est Einstein qui disait que quand on lui donnait 1 heure pour résoudre un problème, il passait, je crois, 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Alors peut-être que Einstein vivait pas à une heure où le réchauffement climatique était un gros sujet. Je ne sais pas. Moi, je suis, comment dire, pour rester polie. Je suis excédée par certains de mes confrères, enfin un confrère en particulier et des consoeurs, qui font énormément de leçons de morale à tout le monde en permanence, qui sont ni au 1% pour la planète, ni certifiés Bicorp, ni engagés dans des associations bénévoles, qui font des conférences entières qui commencent par des questions et qui terminent sur des questions pour ce qui est d'adresser les problèmes environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques des territoires, donc qui arrivent finalement jamais avec des propositions de solutions, et qui font beaucoup de bruit et qui sont très connus. Et finalement, j'ai envie de dire, mais taisez-vous un peu et mettez-vous en mouvement. Arrêtez de culpabiliser les élus, de culpabiliser les socioprofessionnels, culpabiliser les résidents principaux et secondaires des territoires touristiques, et donnez-leur plutôt des pistes, parce qu'il n'y a pas une solution. Non. Chaque territoire a sa spécificité et porte en lui les fruits et les solutions. Mais notre job de consultant, c'est de révéler ces solutions et d'aider ces territoires à se mettre en mouvement.
Et plutôt que de pétrifier les gens et d'arriver avec des grandes questions et de leur faire encore plus peur, amenez-leur des solutions. Et moi, je crois à ça, je crois au mouvement comme étant le début de la solution. Et j'essaye, en tout cas dans ma pratique professionnelle, en toute humilité, d'amener une pierre, soit en aidant des territoires, en mettant en place leur gouvernance et en les accompagnant pour autodéterminer leur propre gouvernance avec comment on vote, quels sont les sujets qui sont traités dans la gouvernance, qui participe au projet, comment sont conduits les groupes projets, en commençant toujours par le plus petit projet, parce que si on se met des trop gros projets sur le dos, eh bien en fait on se met en situation d'échec dès le départ. Il vaut mieux régler, je vais vous donner un exemple très concret dans une station des Alpes du Sud où je suis intervenue cet été, où les rues étaient pas bien entretenues, les pavés étaient tout déglingués, si bien que les visiteurs qui se baladaient se tordaient les chevilles, il y avait un taux d'accidentologie de dingue, alors que le truc de base c'était de remettre les pavés à plat. Bon oui, vous n'avez pas sauvé la planète en mettant les pavés à plat, mais vous avez désengorgé les hôpitaux de la vallée parce que vos touristes au passage auront passé de bonnes vacances en n'y allant pas. Et ça c'est un petit projet, remettre les bacs de fleurs droits, faire propre devant chez soi. Si chaque commerçant balaye devant chez lui, finalement, toute la station devient plus propre, devient plus agréable, etc. Et c'est commencer par la plus petite action possible, le MVP, comme diraient les start-upers. Donc le MVP... c'est quoi le MVP ? Donc c'est le Minimum Vital Product. Donc quand tu crées une start-up avec un produit, tu crées la première version du produit, qui est en général assez pourri, on va pas se mentir. Mais c'est celui qui fonctionne. C'est la première version qui fonctionne. C'est pas la première version tout court, c'est la première version qui fonctionne. Et tu commences à commercialiser ce MVP, et puis petit à petit, tu l'améliores, tu lui amènes des fonctionnalités, ou si c'est un vêtement, une poche, un bouton, peu importe, mais tu le magnifies et tu le rends meilleur. Eh bien, pour moi... dans cette station, c'est ce qu'on a commencé à faire. On a commencé à faire je leur ai dit, votre gouvernance, il faut qu'elle décide de ces 3 MVP, et puis ensuite, vous pourrez avoir des projets moyen terme, puis long terme, avec des gros investissements, etc. Mais commencez par le truc gratuit que tout le monde peut faire, qui va vous prendre 15 minutes, une fois, une journée, et puis ensuite, peut-être 15 minutes tous les jours, puis 1 heure toutes les semaines, peu importe, mais quelque chose qui soit incrémentable, qui soit gratuit, et qui ne demande pas un effort intellectuel trop important. Et tu te rends compte que si tous les commerçants se mettent à nettoyer devant chez eux, à trier correctement leurs déchets, à faire propre, tu as déjà révolutionné l'environnement urbanistique de cette destination, et au passage, tu as révolutionné la perception que tes clients vont avoir de ta destination. Tu es en train de décrire un apprentissage normal ? Oui. C'est-à-dire que quand tu deviens, je sais pas, tu veux jouer de la guitare, avant d'être maestro en guitare, tu commences déjà à apprendre des bases, etc. Et progressivement, avec la confiance que tu gagnes, le plaisir que tu prends, les résultats que tu récupères, tu te dis, tiens, je vais monter en connaissance, en puissance, etc. C'est tout simplement le cycle normal d'un apprentissage. Évidemment, mais tu l'as dit toi-même, on a tous la connaissance, on a tous les savoir-faire. Il y a rien de compliqué, c'est énormément de bon sens, mais il manque la volonté. Et comme j'ai toujours dit, Jimi Hendrix n'est pas devenu Jimi Hendrix en un jour, ou pour moi qui suis fan des Foo Fighters, Dave Grohl n'est pas devenu batteur et guitariste du jour au lendemain. Ils se sont entraînés, ces artistes-là, et c'est pareil pour nous. Il ne faut pas imaginer que c'est un overnight success et que ça va se faire d'un claquement de doigts. C'est des tout petits pas, c'est des pas de bébé, mais au bout d'un moment, le bébé, il apprend à marcher, quoi. Exactement, et on oublie qu'on a tous cette capacité, parce qu'on a tous été bébés, et on a tous voulu marcher, et on s'est tous cassé la gueule, ok ? Mais parce qu'on était obstinés et motivés par l'envie de marcher, eh bien on l'a fait, et on a réussi.
Un et jour, on court même. Un jour à la crèche, j'entends une maman qui demande à une assistante maternelle, qui dit mais mon fils a 1 an et demi, il sait toujours pas marcher. Et l'assistante maternelle a éclaté de rire en lui répondant mais le jour du bac, on lui demandera jamais à quel âge il a su marcher, parce que c'est pas le sujet. Voilà. Et je crois que c'est la même chose finalement. Le sujet, c'est pas par quelle action vous allez commencer ou combien de temps ça va vous prendre pour réaliser cette action. C'est mettez-vous en mouvement pour commencer à réaliser cette action. Et oui, ce sera imparfait. Et oui, ça va prendre du temps. Mais le succès, c'est pas une ligne droite et c'est pas immédiat. C'est des heures, des jours, des semaines, des mois, des années avant que ça n'arrive. Et souvent, quand les autres estiment que vous avez du succès, vous estimez qu'en fait, ça n'a pas commencé et que c'est pas encore arrivé et que c'est pas là. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes, par exemple, qui au bout de 15 ans, 20 ans de carrière, quelques millions d'albums vendus, se disent « ça y est, j'y suis arrivé ». Non, en général, les grands champions, les grands artistes, les grandes personnalités de ce monde, finalement, historiques et actuels, pourquoi est-ce qu'on considère qu'ils sont grands ? C'est parce que justement, ils ont toujours été en mouvement. Oui, moi je suis fan de Michael Jordan. Et il expliquait, parce que Michael Jordan, une des particularités, c'est qu'il avait cette capacité de lancer ce ballon juste à la fin, sous tension, etc. Il y avait la pendule qui tournait, etc. Et il expliquait qu'il racontait combien de shots qu'il a fait et qu'il a loupé. Et on n'en parle jamais de cela. Il dit, mais c'est tous ces shots que j'ai fait et que j'ai loupés qui m'ont permis justement au moment clé de pouvoir réaliser ce shot et de me préparer, etc. Toi, tu côtoies un peu, tu as côtoyé quand même les grands champions, etc. Oui, alors bon, moi je suis plus dans la team de Kobe Bryant, mais pour d'autres raisons, et ça fera l'objet d'un autre podcast si tu veux. Exactement. Et j'aime bien les Lakers aussi, donc ça va. Phil Jackson, pour moi, était... D'ailleurs, il était aussi le Bulls, coach chez les Bulls. Il a d'abord été chez les Bulls voilà, avant d'aller... Il en a gagné 6 là-bas. Exactement. Mais oui, bien sûr, j'ai côtoyé et je côtoie et je travaille toujours avec des sportifs de haut niveau. Champions olympiques quasiment tous ou médaillés olympiques en tout cas, et c'est amusant parce qu'ils partagent tous cette philosophie, c'est-à-dire que la médaille c'est pas une fin en soi. Et souvent, ce qu'ils vont te dire, c'est monter sur le podium, c'est la partie la plus facile. Rester sur le podium, ça c'est une autre paire de manches. Et ce qui fait la longévité d'un champion, c'est sa capacité à rester au top en permanence. Et c'est ça qui est très difficile parce que finalement ta concurrence, elle s'aiguise, le niveau global s'élève et ceux qu'on retient, c'est rarement ceux qui vont avoir fait la course d'un jour, mais c'est plutôt ceux qui vont de manière répétée, constante, être montés sur le podium. Après, ce qui est aussi intéressant dans le parallèle avec les sportifs de haut niveau, c'est que, et c'est Edgar Gros-Piron qui dit ça, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans, il explique qu'un sportif de haut niveau, il s'entraîne toute l'année pour performer quelques minutes seulement en compétition. Ouais. Et les compétitions, il y en a quelques-unes par an. Alors selon le sport, ça peut être 10, 15 par an. Pour d'autres, c'est 1 ou 2 par an seulement. Alors qu'un chef d'entreprise, eh bien lui, il est en compétition toute l'année et il s'entraîne, c'est-à-dire faire de la formation finalement, que quelques heures ou quelques jours seulement par an, voire certains jamais parce qu'ils ne prennent pas le temps. Et c'est assez fou quelque part, cette espèce d'inverse, ouais. De proportion inversée, parce que finalement, on attend d'un chef d'entreprise qu'il performe en permanence, alors qu'en fait, il s'entraîne très peu. En tout cas, dans l'imaginaire collectif. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais dirigeant d'entreprise, dans la chaîne hôtelière pour laquelle je travaillais, on investissait beaucoup de formations pour nos employés, très peu pour les cadres, et pratiquement 0 pour le directeur général. Et je me souviens, j'avais candidaté pour faire un programme de formation avec Cornell. Et c'était 15 jours à Singapour, etc. Et quand j'avais proposé à ma société de prendre une partie, etc., il m'avait dit « Écoute François, quand même, t'exagères ». Et quand je suis revenu,
Donc je suis revenu gonflé à bloc parce que j'avais appris tellement de choses, j'avais rencontré, j'avais écouté, j'avais découvert des choses en disant waouh, c'est super, on peut faire un tourisme différent, tu vois, et je peux aller encore plus loin. Et puis au bout de 15 jours, mon boss m'avait dit hey, redescends sur terre, ok? Ici, c'est pas Cornell, c'est le quotidien, c'est la réalité, etc. Et j'avais été choqué par ça. Et parce que, on n'avait pas beaucoup investi dans mon développement personnel. 2, que j'investisse dedans, c'était du positif pour l'entreprise. Mais tout de suite, on m'a rabaissé. On m'a dit, bonhomme, remets les pieds sur terre. Et tu as tout à fait raison. Comment ça se fait, quoi? Je veux dire, pourquoi on est comme ça? Bonne question. Alors, bon, il y a plein de réponses possibles, mais notamment le fait que dans l'imaginaire collectif, si tu es à la tête de la pyramide, puisque c'est un système pyramidal, c'est que tu sais, ou en tout cas, tu es censé mieux savoir. Ah, oui. Donc, si tu sais, c'est que tu n'as pas besoin de formation. Ce qui est ridicule, évidemment. D'autant plus que le monde change tout le temps et que c'est pas parce que tu sais à un moment T que tu sauras encore demain et encore moins après-demain. Donc, je pense que ça relève un peu de cette croyance c'est une forme de croyance. Après, il y a un autre élément, c'est que quand tu es en compétition permanente, tu t'épuises, mais tu prends pas forcément le temps de te poser et de réfléchir. Or, pour avancer, les plus grandes avancées, elles se sont pas faites en étant en permanence en compétition. Elles se sont faites parce qu'il y a eu des échecs, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites et qu'on a appris des échecs et de ces expériences et qu'ensuite on a réussi à amener la solution d'après. Oui, puis tu regardes ces grands sportifs, tu vois Federer ou quoi que ce soit, il est peut-être tout seul sur le court, mais il y a une équipe derrière. Donc on pense que c'est un sport individuel, mais c'est un sport collectif. Et cette personne a une équipe autour de lui sur laquelle il peut partager, aussi bien sur l'aspect mental, physique, technique, etc. Et cet échange est important. Souvent, le dirigeant aussi est très seul et s'isole. Oui, alors ça aussi, c'est une pratique qui, je pense, est en train de changer, où on voit de plus en plus... alors, bien sûr, il y a des clubs, des réseaux où les dirigeants peuvent échanger entre eux, des clubs qui sont plus ou moins formels, où on peut, pour certains d'entre eux, parler complètement à bâton rompu de sujets qui vous sont à la fois intimes à l'entreprise, parfois stratégiques même. On voit aussi, et c'est le cas pour Switch par exemple, depuis peu j'ai mis en place un comité stratégique qui me permet de demander à des personnes qui ne sont pas des concurrents directs mais qui sont quand même un peu dans mon industrie, enfin dans les industries dans lesquelles je travaille, de me faire un effet miroir, de me challenger. C'est pas toujours agréable, mais non. mais il faut être courageux et affronter les choses en face, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est amusant parce qu'en fait cette pratique, j'aurais jamais eu l'idée si des consoeurs mais néanmoins concurrentes m'en avaient pas parlé. Donc c'est bien la preuve qu'on a besoin de ces concurrents et on a besoin d'échanger entre chefs d'entreprise, entre dirigeants, pour se nourrir des bonnes pratiques des uns et des autres, pour élever le niveau de jeu. Et tu parlais de tennis, je suis aussi une grande fan de tennis. Le niveau de jeu ne peut progresser que parce que ton concurrent en face est meilleur que toi ou tente d'être meilleur que toi. Et si les balles sont molles, si le joueur en face de toi, il court pas, il va pas chercher les balles, ça fait des matchs d'abord qui sont vraiment pas palpitants. Non. Mais même à jouer, en fait, c'est difficile. C'est très difficile de jouer un joueur qui est mou. Et ça énerve d'ailleurs. En général, ça met très en colère. Et, non, Et puis, tu vois, par exemple, Nadal, c'est en jouant contre les grands, il le dit souvent d'ailleurs, c'est en jouant contre les plus grands de ce monde qu'il arrive à améliorer son jeu et à sortir des choses qu'il ne sortirait pas forcément naturellement. Il l'aide à devenir meilleur. On progresse grâce aux autres. Tout à fait. Je me permets quand même
commentaire. Je suis évidemment très impressionnée par ce qu'a fait Nadal. Je suis encore plus impressionnée par les 3 femmes qui ont plus de titres du Grand Slam que oui, tu peux le et dire. dont Oui, personne ne parle. Tout le monde dit que c'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, alors qu'il y en a 3 autres. Alors vas-y. Dont Venus Williams. Et c'est qui les 2 autres? Parce qu'il y en a une qui n'est pas connue. Il y en a une qui n'est pas du tout connue. Il n'y a pas Steffi? Si, il y a probablement Steffi Graf. Steffi Graf. Alors, pour les auditeurs, je triche de manière éhontée et je regarde sur mon téléphone. Mais t'as raison. Oui. Et tu pourras dire que, parce que Nadal, c'est 21, mais je crois que chez les femmes... C'est 23, 24, 25, je crois. Ouais. Donc, je regarde au moment en live. Mais je vais te répondre par rapport à ça. Adele, qui a été votée le meilleur artiste au Brit, d'accord. Oui. Et pour la première fois, les Brits faisaient hommes et femmes dans la même catégorie. Et elle a dit, je suis désolée, mais moi, je suis une artiste femme. Et avant tout, je suis une artiste femme. Et donc, pour moi, être la meilleure artiste femme, c'est important que d'être la meilleure artiste. Parce que le fait que je sois une femme est quelque chose de très important dont je suis fier. Donc, il y a ça aussi qui est... Oui, tout à fait. Ah. Tout à fait. Alors, je tombe évidemment sur tout un tas d'articles. Il faudra que je fasse le tri. Mais évidemment, Serena Williams arrive en tête avec plus de 30 titres majeurs en simple. Steffi Graf, 28 titres majeurs en simple. Martina Navratilova, 26 titres. Chris Evert, 22 titres. Donc voilà, ça c'est pas que sur les grands slams, mais... Mais pendant longtemps, le tennis féminin d'ailleurs a été beaucoup plus... impression, c'est comme le football féminin. Hein. J'ai trouvé que le football féminin est beaucoup plus agréable à regarder. Les femmes jouent au football, alors que les mecs simulent, ils sont toujours par terre en disant « Ah, j'ai mal à la tête, tu m'as fait mal à la cheville, etc. » Elles jouent au ballon et c'est très joli à regarder. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus techniques, etc. Alors, je suis pas du tout... je regarde absolument pas le football, ni féminin, ni masculin. Par contre, je suis une grande fan de foot américain. Et clairement... c'est quand même peu pratiqué par les femmes, d'ailleurs pas officiellement. On va rester dans le sport. Les Jeux Olympiques de Pékin, ça te dit quoi? Ça te met en joie? Alors, d'une manière générale, je trouve que le mouvement olympique est formidable et je soutiens évidemment le mouvement olympique. Je pense que c'est important de rappeler que les athlètes ne choisissent pas tout à fait. les lieux de déroulement des Jeux Olympiques. Et en ce moment, je suis mal à l'aise avec la manière dont certains athlètes sont alpagués, ou athlètes actuels ou anciens athlètes, et je pense notamment à Martin Fourcade, qui s'est fait pas mal secouer sur les réseaux sociaux au sujet des Jeux de Pékin, alors que, évidemment, ni lui ni les athlètes actuellement en compétition ont choisi d'aller là-bas. À la fois, on peut déplorer la manière dont ça se passe d'un point de vue environnemental, mais aussi sur des sujets de droits de l'homme, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Hein, les Jeux précédents d'été étaient aussi qui ont eu lieu en Chine avaient aussi posé problème. Je crois que là, c'est la question des instances qu'il faut interroger, la prise de responsabilité des responsables du CIO et une fois de plus, on a le choix de regarder ou pas les Jeux Olympiques. On a le choix de... Alors, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, il y a une étudiante qui m'a demandé si un athlète avait le choix de participer ou pas. Et évidemment que les athlètes peuvent refuser d'aller participer. Sauf que quand vous vous êtes entraîné toute votre vie, pendant 20 ans, 30 ans, parfois plus, et je pense à l'un de nos champions médaillés qui a 41 ans, donc c'est... Oui, qui a fait quelque chose de fantastique. Voilà, une médaille d'argent, absolument. Quand ça fait 35 ans que vous vous entraînez et que c'est votre objectif, c'est toute votre vie. Ne pas aller aux Jeux Olympiques pour des questions de conviction, alors que ces médailles, elles changent
totalement le cours de votre vie, particulièrement les Jeux Olympiques. C'est-à-dire les championnats du monde, évidemment que ça change un peu le cours des choses, mais une médaille aux Jeux Olympiques, c'est encore next level. Et quelque part, se dire je participe pas à un événement qui peut changer le cours de ma vie et pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs décennies. Et j'ai fait des sacrifices et j'ai fait des sacrifices et ma famille a fait des sacrifices financiers et pas que financiers, matériels, éducatifs, etc. Famille, amis, proches, etc. Je suis très très mal à l'aise par rapport à ça et je comprends que des sportifs de haut niveau puissent dire tant pis, j'ai pas choisi le lieu, c'est là que ça se passe et j'y vais et je vais essayer d'accrocher un titre ou de défendre un titre en fonction de la situation. Donc je trouve ça extrêmement violent et injuste, les procès de mauvaises intentions qui sont faits aux athlètes. Et je pense qu'ils ne sont pas dirigés vers les bonnes personnes et qui devraient plutôt être faits aux instances qui organisent. Et je pense aussi que la pression, elle doit être davantage sur les villes qui organisent pour faire en sorte que ce soit fait dans les conditions les plus humaines possibles d'abord et ensuite évidemment les plus respectueuses de l'environnement. On parle des Jeux Olympiques, mais je rappelle que dans la foulée, il y a les championnats au Qatar, la Coupe du Monde l'année prochaine, où on a plus de 6500 personnes qui sont décédées sur le chantier de construction. Et ça, j'espère que les médias vont en parler. Et quelque part, j'attends aussi que les médias fassent leur rôle de contre-pouvoir et en parlent davantage, pointent ces dysfonctionnements, pointent ces choix qui sont complètement ahurissants. Et peut-être aussi que les États qui organisent réfléchissent davantage à la manière dont ils organisent ces grands événements. Une fois de plus, je lis beaucoup de choses. Je pense notamment à Bon Pote qui produit des analyses qui sont remarquables sur LinkedIn. Je partage pas l'aspect extrémiste parce que je pense que c'est aussi très important. Ça peut être dangereux, effectivement, et je trouve que c'est très important à l'échelle de l'humanité qu'on ait des grands événements où on se rassemble. C'est des moments de liesse, c'est des moments très forts en émotion, c'est des moments qui donnent du sens aussi à nos existences et qui nous font sentir humains et appartenant à une seule et même... famille dans un esprit, une fois de plus, de l'olympisme qui porte de très très belles valeurs initialement, même si elles peuvent être perverties par le business, mais initialement c'est des très belles valeurs. Donc je partage pas forcément ces positions extrêmes. Je pense qu'il vaut mieux, certes qu'il y en ait peu, mais quand elles ont lieu, qu'elles soient faites de la manière la plus respectueuse possible. Et ça dépend vraiment des organisateurs. Je crois que d'ailleurs ce qui est fait sur Paris et par l'équipe de Tony Estanguet est assez remarquable. Ce sera pas parfait, une fois de plus. C'est jamais parfait. Et ce qui est important, c'est une fois de plus d'améliorer les choses d'une édition à une autre. Mais je crois que c'est très intéressant ce qui est en train d'être fait. C'est aussi très intéressant parce que pour la première fois, on va avoir des épreuves populaires où en fait le public pourra, par exemple, lui aussi courir le marathon et rentrer dans le Stade de France, puisque l'arrivée se fera au Stade de France. Ça, c'est des choses qui, je trouve, sont très intéressantes de partage entre le grand public et les athlètes, et qui n'est pas que des athlètes, mais qui est aussi comme ça le grand public qui puisse participer physiquement et pas uniquement derrière un écran ou sur un siège parce qu'à un moment on aura eu la possibilité d'aller au stade. Voilà, donc j'ai une approche qui est plus nuancée que certains acteurs. C'est bien. Ça revient à ce que tu disais, arrêtons de juger, essayons de comprendre, et puis d'avoir une analyse, et puis d'être respectueux et de comprendre qu'il y a plusieurs éléments dans un écosystème et qu'il y a peut-être une volonté différente, qu'on soit d'accord ou pas, et puis qu'on se fasse une opinion nous-mêmes, mais qu'on ne rentre pas tout de suite dans le débat et dans la critique. Et je dirais faisons peu, mais faisons bien. Exactement. Alors toi, t'es d'ici ? T'es de la région d'Annecy ? Non, je suis pas d'Annecy. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est d'être en mouvement. Je dis jamais d'où je viens, parce que ce qui compte pour moi, c'est pas d'où on vient, c'est où on va. Alors ma question, c'était pas... Je voulais savoir,
T'es de la région quand même. Non. Mais t'as mis les pieds sur les planches quand ? J'ai mis les pieds sur les planches à l'âge de 2 ans à Serre-Chevalier. D'accord. Grâce à mes parents. Okay. Et j'ai eu la chance, immense chance, de pouvoir très régulièrement pratiquer. Ce qui m'a conduit ensuite à choisir de faire mes études de droit à Grenoble et puis à être initiatrice en ski à l'école des universités, l'école de glisse des universités de Grenoble. Alors tous les gens qui ont fait leurs études à Grenoble connaissent l'EGUG. C'est la plus grosse association de skieurs et de snowboarders de l'EGUG et c'est aussi l'une des plus grosses marieuses puisque c'est aussi là que j'ai rencontré mon époux. Ah d'accord. Alors, ma question, c'était pas par rapport si c'était une destination pour rencontrer l'amour de sa vie, mais depuis que tu es là, est-ce que tu sens une différence dans la neige, la quantité de neige ? Est-ce que tu as vu une évolution ? Il y a de moins de neige, il y a plus de neige. C'est quoi, toi, ton ressenti ? Alors, j'ai vu aucune évolution sur les quantités de neige pour la très simple raison qu'il y a des années où on en a des quantités astronomiques et puis des années où on en a pas du tout ou très peu. Par contre, c'est sur l'évolution des glaciers où là, à l'œil nu, je peux constater d'une année sur l'autre leur recul. Pour moi qui aime particulièrement faire du freeride et notamment le massif du Mont Blanc, il y a une voie très classique qui est la Vallée Blanche, qu'on peut faire d'ailleurs par plusieurs voies. Et la fin de la Vallée Blanche, il y a certaines années où on peut redescendre complètement à ski et puis d'autres où en fait vous êtes obligé de vous arrêter pour reprendre des remontées mécaniques. Et la première fois que j'ai fait la Vallée Blanche, c'était assez tardivement d'ailleurs, c'était en 2008, il y avait une quantité de marches pour remonter mécaniques qui était tout à fait faisable, c'était vraiment un effort extrêmement faible. Et puis, d'année en année, eh bien, le nombre de marches s'agrandit pour aller attraper les gens un peu plus bas, puisque le glacier diminue, et donc il faut augmenter la taille de l'escalier. Et ce qui était un petit effort pour monter quelques marches est devenu une espèce de chemin de croix. Alors, peut-être pas d'expédition, mais de chemin de croix, parce que vous portez vos skis. Moi, comme j'aime bien le confort, en général, j'ai toujours une paire de tongs dans mon sac et donc j'enlève mes chaussures de ski, je porte mes chaussures de ski qui pèsent chacune 2,5 kg et je monte les escaliers en tongs parce que c'est quand même beaucoup plus confortable que de les monter en chaussures de ski, mais c'est quand même surréaliste de se dire que je suis dans un milieu glaciaire en tongs, hein, et que j'ai jamais froid aux pieds. Et puis surtout cette glace qui diminue d'année en année et que je ne peux que constater. Donc c'est pas tant la question de la quantité de la neige que du permafrost et de la glace d'une manière générale qui disparaît et qui a un impact phénoménal sur l'eau ensuite dans les rivières, enfin les volumes d'eau, sur évidemment la nature, sur la capacité à se régénérer de la nature et sur la biodiversité, oui. Et puis accessoirement en station de montagne sur la friabilité de la roche, parce que quand le permafrost disparaît, c'est en fait c'est une forme de glu, hein, le permafrost, qui tient tous ces rochers ensemble. Et puis quand il disparaît, les rochers, par la gravité, ils tombent. Et quand vous avez un village en dessous avec des habitants, c'est jamais bon. Ouais. Merci beaucoup Armelle pour cette discussion et ce petit café avec une vue fantastique. Et à très bientôt. Avec plaisir. Pour une 4e fois. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez.
Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.